On veut du progrès. Mais alors le progrès, moi je veux bien, mais la dernière fois j'ai quand même vidé les poubelles, hein. Donc moi je peux vous rebalancer une dose de progrès, mais là on a un projet pas. Si vous avez du progrès, vous m'en envoyez. Mais j'avoue que là, sur le progrès, j'ai balancé tout ce que j'avais. Après je voudrais pas provoquer non plus un profond sentiment de déception, donc si, je peux vous sortir du rocailla, si vous voulez. Il me reste du rocailla au congélo, mais c'est de la barquette, hein, ça va être du réchauffé. Ah bah non, il n'y a rien de nouveau, elle a fait un reboot. Parce qu'ils ont plus d'imagination chez Marvel, donc elle nous a ressorti le coup des sparadraps. Ma couleur de peau noire m'est rappelée en permanence dans des gestes extrêmement quotidiens. Par exemple, voilà, moi j'ai les cheveux crépus et je ne peux pas acheter mon shampoing au supermarché du coin parce qu'il n'y a pas de shampoing qui soit conforme à mon type de cheveux. Ah oui, le problème c'est que ça existe déjà en fait. Alors elle a raison quand elle te dit qu'elle a des difficultés à le trouver dans la supérette en bas de chez elle. Mais quelle supérette déjà? Et quelle chez toi aussi? Madame la citoyenne du monde exemplaire, c'est quoi la supérette en bas de chez toi entre deux voyages à Miami, à San Francisco, à Tel Aviv, ou chez Erdogan d'ailleurs, pour expliquer que les Français sont un peuple de racistes qui oppressent les musulmans tous les jours dans la rue. C'est quoi le supermarché en bas de chez toi? La citoyenne du monde, elle a pas internet? Mais non, parce que, Rokhaya, on ne va pas installer des produits de seconde nécessité pour l'intégralité de toutes les communautés ethniques de France, dans toutes les villes et les villages de France et de Navarre. Moi, je suis arménien, moi. Oui, non, mais moi, vos conneries de blanc, noir, rouge, vert, machin, je les laisse à Gobineau et à Bioman. Donc, moi, j'ai beaucoup de difficultés pour trouver du papier d'Arménie dans le supermarché en bas de chez moi, moi. Et alors, comment je fais, moi? Si je veux un soudjouk correct et pas une merde hachée menu, là, que je veux le vrai sifflard d'Arménie, comment je fais? Ben, je commande sur Internet. Parce qu'encore une fois, on ne va pas installer des produits spécifiques pour toutes les communautés dans l'intégralité de la France. Ce qui est dingue, c'est qu'elle montre que ces préoccupations sont des préoccupations d'hyperclasse mondialisée de centre-ville, parce qu'elle ne se rend pas compte que ce n'est pas faisable dans le réel. Comment on fait dans le village de 300 habitants, Rokhaya? C'est-à-dire qu'il faut que la supérette du coin, parce qu'il y a un noir et un pakistanais dans le village, ils mettent tous les types de shampoings, et tous les types de sparadrap, et tous les types de crème de jour, et tous les types de machin. Ce n'est pas possible. Et le simple fait qu'elle ne s'en rende pas compte montre à quel point ce qu'elle dit est déconnecté totalement du réel. Parce que les gens dans les villes et les villages, déjà, ils vont essayer de s'adapter aux coutumes locales pour la plupart des gens, parce que ça leur fait plaisir d'être et d'habiter là. Et ils vont aller sur Internet, parce que tout le monde peut aller sur Internet, et ceux qui ne peuvent pas aller sur Internet en règle générale sont dans des conditions socio-économiques qui font qu'ils en ont rien à foutre d'avoir du shampoing pour cheveux crépus, parce que tes cheveux ne vont pas tomber si tu mets un autre shampoing. Donc il n'y a pas de problème avec les supermarchés, enfin il y a des problèmes avec les supermarchés, mais moi, ce que j'aimerais te voir aborder comme problème dans les supermarchés, par exemple, c'est le fait qu'on jette de la bouffe qui est encore consommable, par exemple, ou que des enseignes vont détruire volontairement des godasses pour faire en sorte que les SDF les récupèrent pas. Tu vois. Ça, ce serait des problèmes du monde réel, ou des problèmes qui touchent l'intégralité des gens, ce que bien évidemment tu ne veux pas aborder. Le problème de base, c'est un problème de paranoïa, Rokhaya, et certainement pas un problème, comment elle dit, qui engage la totalité de la France, parce qu'elle te dit que ces histoires de cheveux crépus, plus loin dans l'interview, c'est un truc qui va définir l'avenir de la France. De nombreux enfants français ont des cheveux frisés ou crépus qui doivent être pris en charge par des professionnels. Donc c'est pas une considération anodine ou américaine, c'est vraiment une considération qui concerne l'avenir de la France et des Français. Faut être déconnecté du monde et déconnecté de la vie réelle à un degré incommensurable pour oser balancer une connerie pareille. De la même manière, les CAP de coiffure en France, qui sont délivrés par l'Éducation nationale, ne sanctionnent pas le fait de pouvoir coiffer des cheveux crépus. Ce qui fait que je ne peux pas aller chez le même coiffeur que tout le monde. Ah! Et donc que ma couleur de peau noire m'est rappelée en permanence dans des gestes extrêmement quotidiens. Et l'exemple que j'ai pris, c'est celui du sparadrap. Le sparadrap de couleur rose pâle ou beige en fait, est pensé pour être invisible sur les peaux blanches. Évidemment, si j'ai une blessure, notamment sur le visage, et que je colle sur ma peau qui est noire, le sparadrap, on ne voit que ça. Donc ils ne se font pas dans ma couleur de peau.
Mais bon, c'est du réchauffé, donc les gens ont fait comme d'habitude, ils lui ont répondu, y compris des médecins qui lui ont expliqué que si les sparadraps étaient de cette couleur-là, c'était beaucoup plus pratique pour voir quand est-ce qu'il fallait les changer, parce qu'on voyait quand ils étaient sales ou qu'il y avait du sang dessus. Et c'est pour cette raison, et plein d'autres raisons, Rocailla, que Mercurochrome, qui avait lancé des pansements pour peau mate, ont arrêté la production. Parce que les gens ne les achetaient pas. Parce que les gens n'en ont rien à foutre, Rocailla. Parce que les gens, quand ils sont blessés, ils se soignent. Ils pensent pas à leurs oppressions en premier lieu. Toujours le monde réel, Rocailla. Alors bien sûr que la commerciale de Mercurochrome qui s'est pris un bide sur 20, elle est allée expliquer que c'était la faute des enseignes, qui n'avaient pas acheté le produit suffisamment pour le vendre. Non mais Rocailla, ça s'appelle la loi du marché. Ils en ont commandé un petit échantillon, ils se sont aperçus que les gens ne l'ont pas acheté la première année, donc ils n'ont pas reconduit les commandes en fait. Mais ça a existé, parce que dès l'instant où ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, il y a du pognon des causes de première importance à défendre, il y a des commerciaux foncés à la coke pour aller proposer le produit. Ne t'inquiète pas, Rocailla. Est-il d'ailleurs utile de préciser une fois de plus qu'il y a des pansements transparents, Rocailla? Ça existe et c'est en voie de démocratisation. Il n'y a pas de problème, Rocailla. Ou alors si, elle va aller nous expliquer, ah oui, mais le coton, la compresse au milieu, ils sont blancs, tu vois. Non, elle va pas faire ça. Ah bah si, elle l'a fait. Elle l'a fait, elle a supprimé le tweet, putain. Non mais là, c'est clinique. Et quand je dis que c'est clinique, je plaisante à moitié, en fait. Il faut voir cette vidéo, et merci à Enki, mon pote Enki de me l'avoir envoyé, qui est sorti genre il y a 15 jours sur les réseaux sociaux, un peu moins, et qui est une conférence, il n'y a pas le contexte, de plusieurs dignitaires politiques africains qui sont en réunion pour discuter, c'est un colloque de l'avenir de l'Afrique, tout ça, donc c'est vraiment sur les questions de l'émancipation du continent africain, etc. Et ils invitent Rocailla Diallo, et donc elle prend la parole dès le début de la conférence pour elle introduit le truc. C'est Malaisland. Mais quand je dis que c'est Malaisland, c'est que c'est au-delà de l'imaginable. Je vous avoue, j'ai même le sentiment de participer à l'Assemblée constituante du Wakanda. C'est tellement merveilleux que j'ai l'impression d'avoir parmi moi les plus belles royautés afro-descendantes du monde. Donc merci beaucoup, merci à tous. Qu'est-ce qu'elle raconte? Putain, mais elle y croit au truc en fait. Tu te dis, elle y croit, c'est pas possible. Tu vois la gueule du mec qui est derrière elle, il la regarde en mode, mais de quoi tu me parles? Pourquoi tu me parles de Marvel? Pourquoi tu me parles de ta culture américaine? Il est à deux doigts de lui sauter à la gueule, quoi, c'est flippant. Et elle est là, et elle te dit, Wakanda, voilà, et je sais pas pourquoi. Enfin si, on sait pourquoi, parce que c'est une enfant des think tanks états-uniens, elle ne connaît rien à la culture africaine, et c'est vraiment malaisant, quoi. Tu sens que le mec derrière, il se dit, bon, bah c'est mort, la prochaine fois, on invitera Kémy Seba. Alors, à moins de sortir un top 10 des conneries de Rocailla Diallo, je vous supplie de pas valider l'idée, parce que les gens vont encore dire que c'est une chaîne de droite. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Si, Rocailla là, elle s'excite parce qu'elle nous a sorti une vidéo que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux, où elle dit, pour ceux qui veulent voir ce qu'est le privilège blanc, 2 points, et elle le met, donc c'est sa preuve absolue. C'est un flic aux États-Unis qui ne frappe pas un mec blanc. Donc, parce que s'il était noir, il aurait frappé tout de suite. Et il y a des vrais problèmes avec ça aux États-Unis, hein, mais son illustration complètement random du privilège blanc, c'est un mec qui est visiblement soit en crise psychotique, soit en crise de démence, mais qui est en train de faire des gestes désordonnés dans tous les sens, et qui menace un flic avec un pinceau. Il a 2 pinceaux et il tapote comme ça avec le pinceau, et donc le flic sort pas son 1911 pour lui mettre une bastos dans la gueule, ou lui fait pas un freeze motherfucker, et du coup c'est hop, racisme systémique. D'ailleurs, quand t'auras 2 minutes, Rocailla, t'en profiteras pour expliquer aux gilets jaunes qui se sont fait mutiler, crever les yeux, couper les mains ou qui ont perdu la vie, que ils ont joui du privilège blanc face à Gilbert. Je pense qu'ils seront ravis de l'entendre. Et puis on avait eu la même avec Nunul aussi. Nunul qui pète littéralement un câble parce qu'il nous dit c'est quoi le white privilege en vrai? Version Vlove. Bon, monsieur ça va, vous ne roulez pas très droit, des flics en caisse. Ah ouais, moi je trouvais que ça allait franchement. Ah non, vous zigzaguez beaucoup. Bah écoute, je vais faire gaffe, bonne nuit. Il est 7h10, donc visiblement bonne nuit, vroom. Donc là il est en train de te dire j'étais complètement bourré sur mon Vlove là. Les flics, ils m'ont pas arrêté, les salauds, quoi.
Je veux dire, si j'avais été noir, ils m'auraient arrêté parce que je suis noir, qui sont blancs, parce que c'est bien connu que tous les flics sont blancs. Et après, le mec va aller pleurer sur Twitter en nous disant que ça, c'est une démonstration du privilège blanc. Mais t'as conscience, nul, entre deux parties de Magic, que c'est pas à nous qu'il faut le dire, ça. Que t'as été victime que t'as été témoin du racisme systémique par des flics qui t'ont pas arrêté, parce que finalement, en fait, les mecs, ils ont tort ou ils ont tort. C'est-à-dire que soit les mecs t'arrêtent, c'est des enculés, soit ils te laissent circuler, mais c'est des enculés aussi, du coup, parce qu'ils seraient racistes. C'est complètement délirant. Et c'est surtout déplacé de nous le dire à nous, parce que ceux à qui il fallait le dire, nul, c'est à eux. Il fallait aller voir Gilbert au moment des faits, descendre de ton Vélib, porter tes couilles et lui dire « Désolé monsieur l'agent, je refuse de quitter les lieux, vous participez par votre comportement à l'entretien d'oppression spécifique vis-à-vis des minorités racisées et vous êtes en train de privilégier le privilège blanc dans la société française. C'est pourquoi je vous demande dès maintenant de procéder au contrôle de mon identité. Je vous demande de me faire souffler dans le ballon, sinon je vous débloque la démocratie dans la gueule. » Après, tu vois comment ça se passe en garde à vue. Il y a ce problème-là. C'est sûr que s'il y a un Gilbert qui a vu la mauvaise vidéo au Comico, t'es pas forcément parti pour une après-midi selfie. Non, ça c'est sûr. Les mecs, à un moment, tu vois, toujours les oppressions. Ils vont finir par ne plus jouer mono blanc à Magic, parce qu'il aime jouer à Magic, parce que c'est oppressif. Donc il va jouer mono noir, tu vois. Enfin non, il va pas jouer mono noir, parce que sinon il y a Rokaya qui va gueuler. Il va jouer mono rouge, voilà. Et le premier qui me fait chier avec les Indiens d'Amérique, et je le défonce. Donc il va jouer mono bleu. Ça emmerde personne, mono bleu, dans le chat. Il y a l'homme Triton. J'avais oublié l'homme Triton. L'homme Triton, ça peut peut-être l'énerver. Et il jouera mono vert, voilà, gros monstre bien coriace. Hein. Et puis ce qui est bien avec les verts, c'est qu'ils ont souvent la règle immunité. Tu vois, c'est pratique, il n'y a qu'à voir Cohn-Bendit. Et puis voilà, ça lui ira bien. Mais j'en ai marre de ce courage de pleutre. Je suis désolé, ça fait un peu des proches, mais on dirait que c'est du courage de pleutre. Les gens se disent la démocratie est bloquée, donc essayons de la débloquer. Et on peut en effet la débloquer en gueulant un bon coup, en sortant dans la rue et en tabassant des flics. Enfin tabassant c'est un grand mot, vu comment ils sont protégés, c'est quand même pas évident. Il y a quand même des flics, des policiers qui sont blessés. Oui. Ouais, Ah oui, il y a des policiers qui sont blessés. Ouais. Quand j'avais fait ma vidéo sur les flics, il y en avait qui étaient venus me voir, des flics, pour me dire tu te rends compte du nombre de morts par an qu'il y a dans la police, dans des attaques ou je sais pas quoi. Alors moi, t'as pris les chiffres. Je suis allé regarder les chiffres. Je suis allé regarder les chiffres officiels, notamment des morts dans le monde du travail de manière générale. Je crois que c'est 500 personnes par an. Il y a beaucoup plus de morts chez les routiers que chez les flics au niveau du risque professionnel. Il y a beaucoup plus de morts de gens qui se font couper la main parce qu'ils travaillent à l'usine dans des conditions dégueulasses que de policiers qui se font couper la main parce qu'ils tombent dans un guet-apens de je sais pas quoi. Donc tous les métiers ont des risques, arrêtons de faire... voilà, eux ils ont choisi d'être flics, ils savaient qu'il y avait des risques, et à la limite quelqu'un qui a choisi d'être routier, bon il sait qu'il est plus exposé que les autres aux accidents de la route. Qu'est-ce que c'est que cet exemple ? C'est complètement hallucinant. Le mec est en train de comparer, de mettre sur le même registre un camionneur qui a un accident de la route, donc ce qu'on appelle un accident, c'est-à-dire que théoriquement, c'est pas forcément la faute à pas de chance, tu vois, il y a un trou, alors bien sûr, il y a toujours une échelle de responsabilité, mais il est en train de comparer une crevasse sur la route qui fait qu'un mec fait des tonneaux, se plante et malheureusement meurt, à un flic qui va peut-être mourir parce qu'il se fait passer à tabac par des individus qui le prennent en embuscade dans la volonté manifeste de commettre un homicide. C'est complètement délirant. C'est quoi? Donc c'est... oui, mais c'est bon, il savait pourquoi il signait, non? Un flic ne signe pas pour se faire prendre en embuscade. C'est déresponsabiliser les auteurs des agressions sur cette espèce de compassionnel absolument débile envers les agresseurs de la gauche, ou du parti de la gauche qu'ils représentent, qui est de dire voilà, le mec qui a organisé à 15 une embuscade pour tuer un mec, c'est la même chose qu'une crevasse sur la route. Donc je suppose que si on applique la logique pour les 2 militaires qui se sont fait dézinguer pour aller sauver des touristes, eh ben c'est pareil. Non mais ça va, on va pas chialer, ils savaient pourquoi ils signaient les mecs. Nous, on est de gauche, on n'est pas dans ce compassionnel, cette irrationalité des sentiments de la droite. Nous, c'est la raison. Tu me parles de mort, j'ose te sortir des chiffres comme ça, avec le petit sourire complice, parce que je sais que je vais la sauter, la gauchiste.
C'est insupportable, cette misanthropie de salon qui consiste à se dire, voilà, nous, on n'est pas dans le compassionnel, dès que ça touche les corps constitués, bien évidemment, parce que vous êtes les premiers à aller en faire des caisses sur des sujets dont vous n'avez fondamentalement rien à foutre, mais qui sont plus dans la ligne de votre agenda politique. Il faut bien comprendre que pour moi, le problème, c'est la deuxième partie de la phrase. Ce qui m'emmerde, c'est cette fausse misanthropie sélective qui n'a pour but que de provoquer un sentiment d'énervement, d'agacement et de colère chez les gens qui ont été préqualifiés de réactionnaires, afin après de dire ah regardez, ils sont dans la morale, ils disent on devrait, ah c'est la morale, c'est leur grande spécialité, que ces gens-là sont dans la morale en permanence, mais ne veulent pas le voir. Après, là où moi je vais être en désaccord avec les réacs de droite, c'est sur le brocardage de cette petite partie de la phrase, la première, qui est souvent celle qui, eux, les a emmerdés, qui est « on peut débloquer la démocratie en tapant sur des flics ». Moi, en soi, ça ne me pose pas énormément de problèmes, ou alors, si, le mot « débloquer ». Parce que le mot « débloquer » veut rien dire. On peut débloquer la démocratie. Ah, je la débloque. Ah, c'était bloqué, j'ai mis un coup de... C'est de la novlangue de Mediapart, enfin d'intellectuels de salon. La démocratie, on la débloque pas. Tu vois, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui peut sembler cohérent, c'est que si, bien évidemment, tu définis le pouvoir qui nous gouverne comme un pouvoir tyrannique, le travail de la police est également de protéger ce pouvoir et d'assurer la sûreté de cet état tyrannique, effectivement, ils sont entre toi et la démocratie, les mecs. Puisque leur but, c'est de préserver l'État, y compris quand il n'est pas démocratique. Donc ça se comprend. Le problème, c'est cette sorte de déblocage de la démocratie. Mais encore une fois, là, ça se voit qu'il est il parle d'une optique révolutionnaire. Puisqu'il te dit, enfin, tabasser les flics, c'est difficile parce qu'ils sont en armure, etc. Ça se voit que dans son imaginaire, ce à quoi il pense à ce moment-là, c'est à une manifestation sociale avec les CRS de type gilets jaunes, même si c'est bien avant les gilets jaunes. Il parle pas de ce dont il parle après dans la deuxième partie et qui est odieux, du flic qui se fait prendre en embuscade, où là il part en vrille en lui disant que c'est comparable à un problème des BTP. Donc on voit que c'est dans une optique révolutionnaire, il y a une idée derrière. On peut isoler le passage, mais on peut aussi essayer d'être de bonne foi dans ce que le mec veut dire. Et ce que ça soulève comme question essentielle, c'est est-ce que la police est finalement du côté des manifestants ou doit être considérée comme un ennemi? Alors, je commence à revenir, il faut aussi arrêter de penser que les gens sont toujours dans les certitudes, ils font des parcours, au vu d'une lecture plus approfondie de l'histoire des mouvements révolutionnaires, je commence à revenir de cette idée selon laquelle, et qui avait été défendue par plein de gens, y compris moi, donc quand on était en première ligne en disant la police avec nous, je reviens de cette idée petit à petit, voire plus petit à petit, selon laquelle les mouvements sociaux basculent dans la révolution quand la police décide de les rejoindre. C'est pas vrai. Quand on disait la police avec nous, on avait raison. Mais en fait, ça ne devait pas être un souhait. Ça devait être l'expression d'une réalité historique des mouvements révolutionnaires. Ça devait être quelque chose dans lequel on pouvait avoir de la confiance, mais on ne devait pas leur demander. Parce qu'en fait, ils ne l'ont pas fait avant. La lecture plus approfondie des mouvements révolutionnaires me montre que c'est pas quand la police rejoint les mouvements sociaux qu'il y a révolution en règle générale. C'est quand les mouvements sociaux commencent à prendre une optique clairement révolutionnaire, avec un caractère de plus en plus inarrêtable, que la police les rejoint. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. La vraie question de fond, c'est la question de la révolution pacifiste. Donc, effectivement, il faut lire l'excellent livre « Comment la non-violence protège l'État », qui est en description de cette vidéo. Alors, pour tous les droitards qui seraient tentés par la lecture, c'est les éditions libres, c'est de l'indépendant, il faut y aller. Mais il faut être capable de faire un petit travail de méditation, parce que vous risquez d'avoir de l'urticaire sur certains points. C'est un gros antifa qui tâche, dans la pleine idéologie antifa américaine, c'est-à-dire les discriminations systémiques, les oppressions faites aux racisés, le décolonialisme, etc. On est vraiment dans du Rokhaya Diallo à ce niveau-là, mais si tu es capable de te cantonner à l'analyse historique de l'échec historique des mouvements pacifistes, c'est brillant. Et c'est très d'actualité, et ça répond parfaitement à tous ces éditorialistes et tous ces Français moyens qui soutiennent les Gilets jaunes. Ah, je soutiens, mais pas la violence quand même. Non, je soutenais les Gilets jaunes quand ils n'étaient pas violents. La révolution, tranquillou.
Moi, je veux bien qu'on dise que la violence des Gilets jaunes est condamnable. Le seul problème, c'est que je reste intimement persuadé que la seule chose qui a soi-disant fait plier ce gouvernement sur les Gilets jaunes était justement la violence. Et que c'est la seule et unique chose qui fait que Macron a tendu l'oreille. Certainement pas le nombre. Comme l'a dit François Fillon avec beaucoup de justesse quand il était interviewé, lui, il a mis 2,5 millions de personnes dans la rue, lui. Donc c'est pas Macron qui va nous faire marrer avec ses conneries. Donc la seule chose différente, on était plus nombreux quand je manifestais étant minot pour le CPE. La seule chose qui a eu de différence, c'est que cette fois-ci, ça a tapé. Ça a caillassé, qu'il y a eu des problèmes. C'est la seule chose qui leur a fait peur. Il faut arrêter avec le mythe de la révolution non violente. Les principaux exemples qui ont été mis en avant par les pacifistes pour justifier la nécessité d'une révolution non violente ne tiennent que parce qu'on effectue des lectures partielles ou biaisées de la réalité historique. En général, tu as plusieurs exemples. Le premier, c'est le pacifisme de Gandhi et la révolution de Gandhi. Par contre, soyons clairs, je suis pas là pour casser des idoles. Je suis le modèle de pacifiste que représente Gandhi, en dépit du fait qu'il y a toujours Jean Misanthrope qui peut aller trouver par-ci, par-là des choses qui ne seraient pas en accord avec ce que lui-même estime être la spiritualité et la paix, mais que en réalité il a découvert dans un bouquin, hein, tout en mettant toujours de côté que ce sont des traditions millénaires avec leurs contradictions et leur conservatisme. Je n'enlève pas ça absolument, hein, du tout, comme mérite à Gandhi. Je fais juste une lecture historique totale. Et je crois que l'indépendance de l'Inde ne s'est pas gagnée que grâce à Gandhi, mais grâce à plein d'autres facteurs et qui ont été, je le pense, plus prépondérants que l'action de Gandhi. Je dis qu'on peut déjà trouver les racines de ça dans la réelle politique anglaise de l'après-guerre qui a perdu trop de soldats pour maintenir un empire colonial et qui est déjà en train de réfléchir à des solutions alternatives pour pouvoir gérer les choses autrement, avec plus de lucidité que la France à ce moment-là. Et si tu rajoutes les luttes armées en Palestine entre 45 et 48, que tu mets ça en combo avec 1 million d'hommes perdus en 2 guerres mondiales, eh ben l'addition elle est pas bonne pour conserver un empire colonial. On peut très bien imaginer un scénario des dirigeants anglais qui savent que sur une période de 10 ans, il va falloir à un moment passer à une forme de domination coloniale vers une forme de domination néocoloniale. Parce que c'est bien beau aussi de dire les mecs ils ont obtenu la paix, mais à quel prix ? L'indépendance de l'Inde, c'est quoi? C'est l'assurance par le gouvernement anglais, en contrepartie, par toute une série de prises de décision, que l'Inde mettra 40 ans à se remettre de ça, avant de revenir, ou d'avoir une chance de pouvoir aller parmi l'élite des nations. Donc, moi je veux bien qu'on raisonne comme ça, mais non, Gandhi n'est pas le poumon central des mouvements révolutionnaires indiens à cette période-là, pas du tout. Il y a eu des leaders terroristes qui posaient des bombes et qui faisaient des assassinats, qui ont eu tout autant, voire plus, l'aval du peuple que Gandhi lui-même. Et quand Gandhi, en 1922, commence à dire à condamner les émeutes violentes et dit qu'il faut revenir totalement à une forme de révolution pacifiste, sa cote de popularité, c'est plus la même. Hein. Quand il est arrêté, la moitié des Indiens s'en battent les couilles, littéralement. Donc moi je veux bien. Et puis, il explique dans le bouquin aussi pourquoi est-ce qu'à ce moment-là a été élu 2 fois président du Conseil national indien, un révolutionnaire violent aussi. Il y a toujours eu 2 faces de la médaille, en fait. Cette opposition, ce choix qu'on devrait faire entre révolution violente et non violente est une escroquerie qui ne résiste pas à une lecture sérieuse des mouvements révolutionnaires. Et cette lecture sérieuse te montre qu'il y a 2 faces de la médaille. Il y a différentes stratégies. Et ces stratégies ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. Et que il y a d'un côté les violents, il y a d'un côté les modérés, et il y a d'un côté les radicaux du modéré, en fait. Ça marche il y a plusieurs faces à la médaille. Donc, on exacerbe énormément le rôle de Gandhi, de la même manière qu'on fait la même chose avec Luther King. Quand les flics décident à un moment on va abolir un certain nombre de choses qui relèvent de la ségrégation raciale, c'est parce qu'il y a 3 blocs, 3 quartiers entiers aux États-Unis qui prennent feu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la campagne de Luther King en 63, c'est un four.
on n'est pas loin d'un spectacle d'Elysée Moon. Alors bien sûr, je rigole, mais ce qui se passe au départ, c'est qu'au début, il y a des mouvements de protestation pacifiste, et puis, il n'y a pas assez de gens, ça s'essouffle en fait. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils disent qu'ils vont aller éduquer les enfants à la manifestation non violente. Et tout ça arrive à un point culminant où on se retrouve avec des mômes qui se font tirer dessus à l'aide de canons à eau de la police, que ça choque les gens, et que là, ça commence à faire du remous. Et ça commence à faire du remous parce que ces enfants, certes, eux, sont non violents, mais derrière, il y a des militants plus violents qui attaquent les flics à base de caillasses et de tessons de bouteilles. Bref, résultat des courses, c'est le bordel. Et là, la ville va décider de céder à la majorité des revendications des manifestants en abolissant les lois raciales de la ville. Mais c'est pas ça qui a fait qu'à l'échelle du pays, on a aboli la ségrégation raciale envers les Noirs. Absolument pas. Ce qui se passe, c'est que quelques jours après ça, il y a les suprémacistes blancs qui sont vénères et qui vont aller plastiquer des commerces tenus par des Noirs, ainsi que les maisons des proches de Luther King. Et là, ça explose complètement. Le quartier devient une no-go zone, il y a des centaines de Noirs qui occupent militairement 9 blocs de la ville, et ils sont obligés d'appeler la garde nationale, c'est-à-dire l'armée. Il y a des policiers qui sont blessés, et pas comme le truc de Détinger, genre il a mis un coup qui a ricoché sur le bouclier, qui a ricoché sur le casque, qui a ricoché sur la tête. Il y a des gens qui sont sérieusement blessés, et bon, un mois plus tard, Kennedy, il l'écrit, la loi sur l'abrogation, l'égalité, enfin la loi sur les droits civiques aux États-Unis. Alors c'est pas lui qui la vote parce qu'il est assassiné entre-temps, mais c'est son successeur qui la vote dès 64. Donc est-ce que c'est Luther King ou est-ce que c'est qui bien sûr Luther King est important au niveau du symbole, exactement comme Gandhi, puisque après, quand on veut glorifier une révolution, il faut lui donner une mythologie, un mythos. C'est pour ça que moi, et c'est pour ça que je me fais accuser d'être de droite, je ne suis pas contre le roman historique. Contrairement aux gauchistes qui veulent toujours revenir au réel, soi-disant, mais qui n'est pas non plus le réel, je parle particulièrement des pacifistes, je dis que c'est l'explosion de violence inouïe à Birmingham qui a accéléré la votation de la loi sur les droits civiques aux États-Unis. Et je parlerai même pas du Black Panther Party, qui, sondage d'opinion à l'appui, hein, j'ai plus les stats exactes, mais encore une fois, elles sont dans le livre, qui avait le soutien des 2/3 de la population afro-américaine. Et quand tu lis la page Wikipédia, c'est à mourir de rire. Ils te disent, menée par Martin Luther King, blablabla, blablabla et d'autres, cette campagne prônait l'action directe non violente. D'accord. Son point culminant fut une série d'affrontements largement couverts par les médias entre jeunes étudiants noirs et autorités municipales blanches, aboutissant finalement à une réforme par les autorités municipales des lois discriminatoires de la ville. Voilà. C'est criant en fait. Vous n'arrivez pas à construire votre mythe de la révolution pacifiste. Alors oui, ils vont te dire la campagne de Birmingham est un modèle d'action directe non violente et par la couverture médiatique qui en a été faite, elle attira l'attention du monde entier sur les violences des politiques de ségrégation raciale, faisant de la question de la ségrégation une priorité nationale et conduisant à l'intervention de l'administration fédérale de Kennedy. Ça fait beaucoup de si, hein. Oui, vous pouvez dire, ça a attiré le regard de la communauté internationale. Waouh, mais ça me paraît... Gandhi aussi, ça a attiré le regard de la communauté internationale. Mais est-ce que ça a été fondamentalement le fait que les gens regardaient mal les États-Unis qui font qu'ils ont abrogé une loi? Sinon, il y en aurait beaucoup d'autres, des lois qu'ils auraient abrogées depuis longtemps aux États-Unis, vu comment le monde les regarde à cause de ces lois-là. Tu vois, genre port d'armes, peine de mort, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça me paraît problématique, cette mythologie des révolutions pacifistes. De la même manière qu'on nous parle souvent des militants hippies qui ont mis fin à la guerre du Vietnam, laissez-moi doucement rire. Les militants hippies ont pu créer un gigantesque mouvement de sympathie et des choses culturellement et musicalement très très intéressantes à leur époque, mais je doute factuellement que les militants hippies, alors que c'est pourtant un exemple qui a été souvent mis en avant, aient eu une influence dans la politique américaine en ce qui concerne la guerre du Vietnam. Les dernières élections américaines avant la fin de la guerre du Vietnam, tous les candidats en lice sont pour continuer la guerre, hein, démocrates comme républicains. Donc ce n'est absolument pas le mouvement pour la paix et les hippies qui ont eu un rôle déterminant dans la fin de la guerre du Vietnam. On prend le problème à l'envers.
Si les États-Unis n'attaquent pas le Vietnam, c'est parce qu'ils l'ont attaqué, qu'il y a eu une résistance armée vietnamienne ultra-violente, c'est parce qu'il y a eu cette résistance que la guerre s'est enlisée et que donc on a dû toujours plus avancer dans la conscription de masse, et c'est parce qu'on a avancé dans cette conscription de masse que les gens ont vu des gamins américains mourir sur des années comme ça dans des quantités astronomiques, qu'il y a eu cette révolte par rapport à ça en fait. Mais le facteur déclencheur, s'il n'y a pas de résistance armée ultra-violente vietnamienne, il n'y a pas de mouvement pour la paix. C'est grotesque. La seule chose qui explique l'arrêt brutal de la guerre du Vietnam, c'est la résistance violente des Vietnamiens, et 2, la résistance violente dans l'armée. Puisque ça aussi, il le montre dans le bouquin, je crois qu'il y a 5% des officiers américains qui ont été tués lors de la guerre du Vietnam par leurs propres soldats. Les mecs ne veulent plus y aller. Il y a des actes de rébellion, il y a des actes de sabotage, il y a des actes de résistance en fait. Et que Nixon, il veut aussi sauver son armée, parce qu'elle est à 2 doigts d'imploser. De la même manière que on vante également les militants américains pacifistes après le 11 septembre, là aussi ça n'a pas marché. La France a peut-être eu un impact symbolique, mais la guerre a été faite. Oh, des hippies! Des hippies! Il y en a partout! Ils veulent sauver la terre, mais ils font que fumer des joints hippies! Au secours!